Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au foyer F de la Maison de la Radio et de la Musique pour cette troisième édition de Demain le Sport. Radio France, France Info, l'équipe et France Télévisions se sont associés ces 3 dernières années pour essayer de réfléchir au sport autrement, de ne pas nous arrêter uniquement à la performance, mais en allant chercher du côté de la santé, de l'éthique, de l'environnement. Et justement, ce matin, on va parler ici de l'héritage des Jeux et d'environnement dans cette matinée ici au foyer F. Et je vais vous laisser en compagnie de Rachel Préti pour cette première table ronde intitulée « Après les Jeux Olympiques, quel bilan pour le Grand Paris ?» Vous pourrez, en fin de séquence, me faire un petit signe pour poser une ou deux questions à nos intervenants. C'est à toi, Rachel. Bonjour à tous, merci Fabrice. Je m'associe à tes remerciements pour vous remercier d'être tous là. Donc moi je suis Rachel Préti, je travaille à l'équipe et j'ai eu la chance de suivre l'aventure olympique depuis maintenant 10 ans. Donc comme une majorité d'entre vous, j'ai fait un rêve cet été. J'ai rêvé d'une ville heureuse, j'ai rêvé d'une ville réconciliée avec sa banlieue. J'ai rêvé de métro qui était à l'heure avec des gens sympas et des mains roses qui nous disaient où aller. J'avais une petite musique dans la tête qui ne me quittait pas. J'ai rêvé d'un pont bleu, blanc, rouge. Et puis surtout, j'ai rêvé de dizaines d'athlètes en situation de handicap et valides qui décrochaient des médailles dans des endroits incroyables, dans des sites historiques, dans des stades, dans des salles, et puis aussi dans des piscines. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? On va en parler. Il reste 2 nouveaux quartiers, à Saint-Denis et à Duny. Il reste une super piscine en face du Stade de France et de futures piscines qui arriveront à Bagnolet et à Sevran, c'est ça ? Il reste un établissement pour le parasport, un prisme à Bobigny. Et puis surtout, on va voir qu'est-ce qui reste de façon immatérielle, des programmes, un développement économique, des gens qui pratiquent. Donc pour m'aider à avoir et à dresser un bilan à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans le Grand Paris, j'ai la chance d'avoir avec moi donc Marie Sallois, à ma droite du CIO. Vous êtes directrice du développement de l'organisation et du développement durable. Shems El Khalfaoui, vous êtes adjoint au maire de Saint-Denis en charge des Jeux. Marie Barsac, vous êtes encore quand même, on va le dire, directrice exécutive Impact et Héritage de Paris 2024. Et Alpha Diallo, vous êtes judoka, pensionnaire du PSG, mais originaire du Pré-Saint-Gervais. Gervaisien, c'est ça, si j'ai bien planché. Vous arrivez de Tokyo, donc merci d'être là. On va essayer de vous tenir éveillé. Donc vous avez fait vos premiers Jeux. Vous n'avez pas décroché de médaille en individuel, mais vous avez quand même la médaille d'or par équipe mixte. Vous, qu'est-ce qui vous reste de ces Jeux Bonjour à tous. Moi, ce qui me reste de ces Jeux, c'est déjà l'effort de tous les Français, et surtout en Île-de-France. Tout le monde s'est mis à l'unisson pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Il y avait vraiment une sacrée ambiance, surtout lors de la cérémonie. Il pleuvait et on s'est dit que ça allait être vraiment catastrophique. Et au final, non. Il y avait des gens sur les toits, il y avait des gens qui nous encourageaient. Et ça nous a fait vraiment du bien. Et j'en garde vraiment des bons souvenirs au-delà de ma compétition individuelle. C'est vraiment la solidarité qu'on a pu tous avoir, tous ensemble. Et puis, c'est ce qu'on disait avec les athlètes, on espère que ça va continuer. Bon, malheureusement, 2 mois plus tard, on a pris le métro, on s'est rendu compte que les gens sont devenus un peu plus énervés. Mais bon, on en garde des bons souvenirs. J'en garde des bons souvenirs. Nous aussi. Alors, Marie Sallois, en fait, l'aventure, elle a commencé il y a 10 ans. Vous prépariez déjà l'héritage, un mot qu'on emploie beaucoup, mais concrètement, ça consistait à quoi ? Merci Rachel. D'abord, vous n'avez pas rêvé. Comme Nathalie Yanetta le disait ce matin à l'ouverture, ces Jeux étaient parfaits, et elle a même dit plus que parfaits. Et pour la paraphraser, je voudrais dire que ces Jeux, c'était du sport, et on en a vu, et merci Alpha. C'était du sport extraordinaire, des émotions, du sport dans la ville, mais c'était plus que du sport. C'était plus de 206 territoires qui se sont réunis dans un contexte de paix alors qu'il y a de nombreux conflits en cours. C'était des gens de tous les pays, de toutes les religions, de toutes les croyances qui ont concouru
ensemble et qui ont célébré leur unité malgré toute leur diversité, en célébrant justement cette diversité. C'était aussi une équipe de réfugiés qui exprimait la solidarité, c'était de l'inclusion avec les Jeux paralympiques. Et pour nous, c'est ça la vision de l'olympisme, c'est en fait le sport pour bâtir un monde meilleur. Et c'est sur cette vision qu'on a bâti notre agenda stratégique qu'on a lancé en 2015. Et Paris 2024 a été la première édition à vraiment bénéficier de cet agenda de A à Z. Et dans cet agenda, on a complètement repensé notre relation au territoire hôte. C'est-à-dire qu'on s'est dit, non seulement on a une responsabilité d'abord de réduire l'empreinte des Jeux au maximum, mais aussi de maximiser le bénéfice social et économique pour les territoires bien en amont des Jeux. Et pour faire ça, il faut faire quoi ? Il faut s'adapter beaucoup plus qu'on le faisait dans le passé au territoire et ne pas demander au territoire de s'adapter aux Jeux. Dans le passé, on avait un cahier des charges assez strict et puis on demandait à plusieurs villes de concourir pour nous dire comment ils allaient mettre en place ce cahier des charges. Là, on a renversé complètement la vapeur en 2015. On a dit, on vous invite, vous les territoires, ça peut être des villes, des régions, des États, à nous dire comment les Jeux peuvent accélérer le développement durable sur vos territoires. Donc, ce n'est pas seulement utiliser les 15 jours de compétition pour bien sûr passer des messages forts et entraîner l'ensemble du monde à rêver, mais aussi à s'inspirer du sport pour bâtir un monde meilleur, c'est aussi comment on bâtit un monde meilleur sur le territoire hôte, bien en amont de ces deux semaines de compétition. Et c'est ce qu'on a fait avec Marie, qui nous a rejoint un peu après Tony, puisqu'en 2015, la petite histoire, c'est qu'en 2015, on lance notre agenda. Mi-janvier 2015, on s'assied déjà avec Tony Estanguet, qui à l'époque est membre du CIO, mais aussi de notre commission de développement durable et d'héritage. On s'assied avec lui et quelques autres, et on leur demande, dans une logique de co-création, comment ils pensent que la France, que Paris, que le Grand Paris dont on va parler, peuvent accueillir les Jeux et peuvent bénéficier des Jeux. Et c'est une discussion très ouverte dans laquelle on parle de développement durable, on invite des experts et on se demande justement sur quel territoire on va pouvoir de quel territoire va bénéficier les Jeux. Et ça, c'est 2015. Et puis après, Marie, très rapidement, nous rejoint, et puis après, Shems. Et c'est vraiment, on a utilisé le pouvoir des anneaux, le pouvoir de ce symbole olympique qui réussit à fédérer bien au-delà du comité d'organisation tous les acteurs, et aussi de l'élan qu'on peut avoir en ayant une date butoir avec une visibilité mondiale. Et ces deux outils, on les a mis au service des territoires qui se sont appropriés, et ensemble on a travaillé pour faire ce qu'on constate maintenant dans les territoires, notamment de Seine-Saint-Denis. Justement, alors Shems, est-ce que ça a marché, cette tactique d'inclure les territoires et d'avoir une vraie stratégie bien avant que l'événement arrive ? Oui, mais au-delà d'avoir que ce projet fonctionnait en Seine-Saint-Denis, le plus important pour nous, c'était de se dire, est-ce que les Jeux olympiques et paralympiques étaient différents d'un grand événement classique ? Parce que c'est une question quand même qu'on s'est posée, parce qu'il y a plein de grands événements qui sont arrivés en région parisienne autour du Stade de France et à Saint-Denis particulièrement, et on s'est très très vite rendu compte que les Jeux olympiques, c'est une autre dimension, et que c'est un travail 360 sur toutes les politiques publiques, toutes, sans exception. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver un sujet d'une politique publique qui n'est pas traité pendant les Jeux olympiques et paralympiques. C'est assez extraordinaire. Donc il y a ce travail qu'il nous fallait construire ensemble. Et ce qui est encore plus extraordinaire, et surtout dans cette séquence actuelle politique qu'on vit, c'est que c'était une team olympique de toutes les collectivités, peu importe la couleur politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, M. Ollier, le président de la métropole, M. Troussel, Mme Pécresse, Mathieu Hanotin pour Pleine Commune, tout le monde, on était dans la même team olympique, et franchement, c'est ce qui a aussi pu accélérer les choses, et ce qui a pu aussi nous rendre tous, parce qu'on avait un seul objectif qui était prioritaire dans nos territoires, c'est la fierté d'accueillir les Jeux et la fierté d'être français. Je sais que des fois quand je le dis, les gens ils me regardent, ils disent ouais, mais James, oui, on avait ce sujet-là. Comment être fier pendant les Jeux de notre drapeau, de nos couleurs, dans nos quartiers populaires et partout en Seine-Saint-Denis. Et ça, pour moi, c'est le premier pari réussi, parce qu'on a vu qu'en Seine-Saint-Denis, les Jeux se sont très bien passés, que les gens étaient très fiers de nos athlètes, que le bleu, blanc, rouge était partout, et qu'à partir de là, on a pu construire avec les habitants. Et comme je l'ai dit il y a quelque temps au CIO et souvent à Marie, on ne parle plus d'héritage, on parle des héritiers. Parce que le travail, il a été fait en amont. Le travail a été très bien fait en amont.
on a reconstruit toutes les fractures urbaines qui étaient compliquées pour le territoire, donc avec évidemment les grandes gares, les ponts, les milliards d'euros investis dans notre territoire. On a gagné, il y a des cabinets qui ont travaillé, on est sur 25 ans. On a pris 25 ans d'avance, ou peut-être même de retard, on va dire, qu'on avait et qu'on a rattrapé. Voilà, donc c'est un enjeu tout particulier. L'Île-de-France, à l'échelle de la métropole, il y avait quand même une différence notoire entre l'Est et l'Ouest. Et l'Est, qui a concentré une grande partie de l'héritage, voire la totalité de l'héritage, a pu rattraper un petit peu son retard. On avait un sujet d'attractivité. La Seine-Saint-Denis, on n'avait pas spécialement envie d'y aller le week-end, quoi. On y va quand il y a un match au Stade de France. Le match est à 20h30, on arrive à 20h22. Et maintenant, il y a des tours opérateurs. Et maintenant, oui, effectivement. Là, moi, juste après vous, là, je vais à la Tour Pleyel. Je vais accueillir des entreprises du tourisme parce que on a développé des Olympiques Tours. En fin de compte, où les gens viennent visiter le village olympique, la superbe gare de Pleyel et tout l'héritage. Donc, le prisme aussi national et international a changé. Et c'était aussi un des objectifs. L'autre objectif qui nous semblait aussi important, c'était l'économie. Et aujourd'hui, avec le Stade de France, le superbe centre olympique aquatique et tous les équipements qui sont autour, on a un sujet tout particulier sur l'économie de loisirs sportifs. Et qu'aujourd'hui, on a pointé du doigt Saint-Denis et le quartier Pleyel pour être la première zone d'attractivité touristique d'Île-de-France. Donc il y a une ZAC qui est en cours, une zone d'aménagement concerté. On est dans les réunions publiques actuellement et ça avance très bien. Et on espère qu'en héritage prioritaire pour les Jeux, on va avoir de l'emploi, évidemment du sport, évidemment ce côté d'attractivité qui va changer l'image du territoire et nous rapprocher de la ville de Paris pour que la métropole soit un peu plus équilibrée. Donc tous ces enjeux-là sont vraiment 360 et pour nous c'était extrêmement important. Vous voyez, le ligne 13, je vais finir avec ça parce que le para, ça me touche moi particulièrement parce que j'étais comme tout le monde émerveillé par nos athlètes. Venir au Stade de France, sortir la ligne 13 à Pleyel par exemple, c'était pas accessible, c'était pas possible. Ils ne pouvaient pas venir. Si tu sortais à Porte de Paris pour le Stade de France, il fallait prendre un ascenseur qui fonctionnait une fois sur 3, une fois sur 4. Les Jeux Olympiques et Paralympiques font que maintenant, avec la nouvelle gare, c'est 100% inclusif. Les espaces publics ont été rénovés, c'est 100% inclusif. Et qu'en fin de compte, on se sent dans une ville beaucoup plus équilibrée. Et c'est ça, pour moi, l'héritage le plus important qui va nous permettre, après, de travailler avec les héritiers pour tous les sujets sportifs, d'attractivité et économie sur notre territoire. Merci. Marie, ces héritiers, ça fait longtemps que vous en parlez au sein de Paris 2024 et vous avez mis en place beaucoup de programmes, Impact 2024, le 1, 2, 3 nager. Comment vous avez imaginé ça et maintenant, quel bilan vous en tirez ? C'est vrai qu'on a lancé pas mal de programmes pour que l'héritage soit pas seulement matériel. On a beaucoup parlé de l'héritage matériel juste à l'instant, mais notre ambition était aussi de développer tout un pan d'héritage immatériel, donc des actions et des programmes qui avaient un impact, qui ont un impact positif pour la population. L'objectif pour nous étant de démontrer avant les Jeux, et c'était les termes de l'agenda 2020, que les Jeux allaient avoir un impact positif et allaient être utiles pour la population. Donc on a lancé effectivement un certain nombre de programmes. Dans la stratégie, on a lancé ces programmes très tôt pour avoir le temps de les tester, de les lancer et de les amener à changer d'échelle pour qu'ils soient les plus forts possibles avant même les Jeux et notamment suffisamment probants avec des études d'impact à l'appui pour montrer leur efficacité pour convaincre des financeurs de continuer des financements au lendemain des Jeux quand le comité d'organisation ne sera plus là. Donc cette stratégie, elle a payé puisqu'on a lancé bon nombre de nos programmes dès 2020. Donc tu citais Rachel, Impact 2024 qui est un appel à projet à l'attention de tout un tas d'associations, de clubs sportifs qui mènent des sujets, des programmes d'intérêt général dans le sport pour l'éducation, le sport pour l'inclusion, le sport pour l'insertion, le sport pour l'environnement. Tous ces programmes sont portés par des associations qui agissent au quotidien et on a voulu, avec Paris 2024 et cet appel à projet, donner les moyens à ces associations de changer d'échelle, d'essaimer davantage leurs solutions pour montrer qu'il n'y a pas de fatalité, mais qu'au contraire, il y a des solutions et que le sport peut être une de ces solutions. Donc ce programme Impact 2024 a été soutenu dès le départ par toutes les parties prenantes de Paris 2024, donc évidemment le COJO, mais aussi l'Agence nationale du sport, le Comité olympique français, le Comité paralympique français et les collectivités, le département de la Seine-Saint-Denis, la ville de Marseille, mais aussi la métropole
du Grand Paris, et puis quelques acteurs même privés. On avait la Française des Jeux qui soutenait les projets pour lever les freins à la pratique sportive des femmes. Tout ça pour vous dire que cet appel à projet a vraiment rencontré son public. C'est aujourd'hui 1600 projets qui ont été soutenus avec ces moyens mis à disposition. C'est 50 millions d'euros qui ont été distribués à toutes ces associations. Et il y a aujourd'hui autour de 5 millions de bénéficiaires en France, directement des Jeux partout dans le territoire. Cet impact, il est aussi national. C'était important que partout en France, on puisse voir un bénéfice des Jeux. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que l'ensemble des financeurs ont déjà voté des budgets pour l'année prochaine. Donc Impact 2024 va être porté par l'Agence nationale du sport à l'avenir et des collectivités que j'ai citées tout à l'heure, mais aussi le mouvement sportif. L'Agence, bien sûr, vont continuer à financer cet appel à projet, y compris d'ailleurs la Française des Jeux. Donc ça, c'est une belle démonstration qu'on peut mettre en place des programmes avant même les Jeux, les poursuivre après. La clé étant d'anticiper et de mettre en place ces programmes très en amont. On a un autre programme peut-être assez emblématique qui intéresse et qui cite particulièrement la Seine-Saint-Denis, qui est 1, 2, 3 nager. C'est un programme pour nous très important parce que, vous le savez, on a construit un seul équipement sportif, c'est le centre aquatique olympique. Mais on a aussi, grâce aux Jeux, amené des financements pour rénover des piscines, construire de nouvelles piscines. C'est 18 nouveaux bassins qui sont aujourd'hui en Seine-Saint-Denis en héritage des Jeux. Mais on a aussi voulu apprendre à nager aux enfants avant même l'installation de ces nouveaux bassins pour qu'ils puissent profiter de ces bassins à leur ouverture et puis surtout que les Jeux soient un accélérateur pour combler le déficit en fait, d'apprentissage de la natation des enfants de ce territoire par rapport au reste de la France. Et donc ce programme 1, 2, 3 nager, c'est des leçons de natation gratuites pendant l'été avec des piscines temporaires au pied des immeubles, au pied de là où habitent les enfants, pour leur donner cette opportunité. Ce programme, lui aussi, va se poursuivre l'année prochaine, piloté par l'Agence nationale du sport, avec là aussi des soutiens financiers qui sont déjà actés du département de la Seine-Saint-Denis, par exemple, et évidemment de l'Agence nationale du sport, de la Fédération de natation, et puis Marseille en bénéficie aussi. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a fait ces démonstrations avec des études d'impact pour continuer à montrer qu'il y a des solutions, il faut penser différemment, et que les Jeux ont eu vraiment un impact très concret, parce qu'apprendre à nager, c'est comme le vélo, c'est pour la vie. Donc financièrement, ces programmes vont continuer et ils sont sécurisés. Chem, est-ce que ça a marché, ce savoir nager? Est-ce qu'il y a moins d'enfants, puisque les statistiques qu'on nous donnait au départ, c'était 50% des enfants qui rentraient en 6e qui ne savaient pas nager en Seine-Saint-Denis. Est-ce que le pourcentage est en train de baisser un petit peu? Alors, 2 éléments de réponse. Le pourcentage, c'était une moyenne sur 50%. Sur certains territoires, on était sur 3 enfants sur 10, donc plutôt à 30%. En tout cas, ce qui a fonctionné, parce que ça tombe très bien, j'ai les chiffres en tête, parce qu'il y a quelques jours, j'étais avec l'éducation nationale, parce que vous savez que c'est une compétence de l'éducation nationale dans les écoles. Depuis 2018, et ça s'est accéléré entre 2020 et 2024, on a rattrapé entre 6 et 10% de notre retard. Pourquoi? Parce qu'entre autres, il y avait ces projets qui ont été forts en Seine-Saint-Denis, de 1, 2, 3 savoir nager, et tout ce qu'on a pu faire autour de l'apprentissage de la nage en événementiel, ça veut dire sortir des piscines et les piscines éphémères. C'est ce que dit très bien Marie, ça fonctionne très bien, ça fait moins peur aux gens. Puis après, chaque ville du territoire avait aussi une stratégie de préparer les Jeux. Donc on a mis beaucoup plus d'énergie accompagnée par l'État, par Paris 24, grâce au fonds de dotation, qui a été largement utilisé, en tout cas pour nous à Saint-Denis. Et je tiens à t'en remercier, Marie. Ça nous a vraiment fait un accélérateur. Et là, on est à la croisée des chemins, parce que je vais vous donner un chiffre qui est officiel, qui est marquant. Saint-Denis, c'est 111 000 habitants. Au 1er janvier, on va être 150 000 parce qu'on fusionne avec la ville qui est juste à côté, Pierrefitte. On avait une piscine. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu les Jeux. À l'échelle de ça, on avait une piscine. Il faut vous rendre compte, à Saint-Denis, c'est 72 groupes scolaires. C'est impossible de rendre un service public de qualité. Aujourd'hui, l'ouverture de la piscine, c'est en juin du CAO. Le centre olympique aquatique, c'est l'équivalent de 3 piscines et demie à lui seul. En temps ligne d'eau, là je vais être un peu technique, mais c'est important de s'enregistrer, en temps ligne d'eau nageur. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais 3 piscines. Donc je l'additionne à la piscine de Saint-Denis, mais il y a la superbe piscine Héritage des Jeux qui est juste à côté à Marville, au parc où il y a aussi eu le rugby à 7 et les zones d'entraînement. Donc c'est une piscine supplémentaire. Et en investissement actuellement, c'est la piscine de Pierrefitte qui a été aussi construite en mode héritage des Jeux. Donc on va se retrouver d'une piscine en 2020
à 4 piscines et demie. Il faut vous rendre compte comment le prisme va complètement changer et comment, évidemment, politiquement, c'est un enjeu prioritaire pour Stéphane Troussel et Mathieu Hanotin. Ils m'ont donné un peu cette mission. C'est qu'on va arriver à 100% de nageurs. Parce que je me refuse. Moi, j'y ai grandi. Hein. Moi aussi, j'ai appris à nager très tard. Très, très tard. J'ai appris à nager entre 13 et 14 ans. Donc, j'ai ce traumatisme de m'être dit, je ne peux pas aller avec mes copains à gauche, à droite. Je l'ai vécu. Donc, notre objectif prioritaire pour nos héritiers, justement, et c'est là qu'on doit montrer la puissance du projet olympique, c'est qu'on veut atteindre 100% de nageurs sur un cycle, donc à 3 ans. Ce qui veut dire que pour nous, on estime que 2027, on doit être à 100% de nageurs en 6e, parce que la France entière a entendu parler de la Seine-Saint-Denis qu'on ne sait pas nager. Eh ben, on veut que la France entière entende parler de la Seine-Saint-Denis, qu'on est peut-être les meilleurs nageurs maintenant. Voilà. Alors Alpha, est-ce que sur les tatamis, en fait, il y a eu un effet JO? Est-ce que quand vous retournez dans votre club au Pré-Saint-Gervais, il y a beaucoup plus de licenciés? Oui, enfin, j'ai la chance de pouvoir faire des galas en France. Et c'est vrai qu'il y a eu un impact JO, notamment au niveau du judo, parce qu'il est vrai que souvent, quand on parle avec des enfants, même s'il n'y a pas une grande différence avec moi, ils nous disent tous ils veulent devenir footballeurs. Enfin, voilà, c'est un peu le rêve de tous les enfants. Et aujourd'hui, on se rend compte que les discours changent. On entend des personnes qui vous disent qu'ils veulent faire du tennis de table, de la natation, du judo, de l'escrime. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie ouverture. Et au niveau du judo, en fait, tout le monde a déjà fait un peu de judo quand ils étaient petits. Et oui, on se rend compte que les gens s'intéressent beaucoup plus à d'autres sports. Et donc on parlait tout à l'heure d'ouverture d'esprit, et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. C'est que là, on parle de la Seine-Saint-Denis, mais que les jeunes, les plus jeunes, se disent « Ouais, je peux faire d'autres sports, je ne suis pas condamné à faire du foot pour passer à la télé. » Et donc je trouve ça vraiment bien. Et je trouve que le cap qu'on a mis sur la Seine-Saint-Denis, c'est bien. Parce que moi, j'ai souvent tendance à dire que je viens du 16e du 93. C'est un peu pour dédramatiser. Parce que pas mal comme expression. Ouais, bah, j'habite au Pré-Saint-Gervais, donc du coup, on me dit à Lorraincy, donc du coup, je joue avec ça. Mais voilà, mais c'est important de dédramatiser un peu. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Et je trouve que ça a mis un impact positif et les gens sont beaucoup plus sereins, on est moins dans la peur. Et je trouve ça cool. Moi, pendant les Jeux, j'ai découvert cette gare, Pleyel, et j'y suis allé. Et puis c'était complètement fluide. J'entendais des gens dire « Ouais, bah, moi, je descends à Pleyel », alors qu'avant, voilà, on n'avait pas ce genre de discours. Donc oui, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Et puis, je suis content aussi pour le judo. Normal. Alors, à l'heure de la rigueur budgétaire, comment ça va se passer pour l'ensemble des programmes? Marie, est-ce qu'il y a toujours une petite dépression après les éditions des Jeux, comme on voit en France, avec un afflux de licenciés, pas forcément les moyens, les équipements quand même de les accueillir malgré tous les efforts? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un élan incroyable pendant les Jeux et qu'après, il y a un défi, c'est de maintenir cet élan. Alors, l'avantage qu'on a, nous, c'est que quand le comité d'organisation se dissout, on est encore là, et on est là encore pendant des dizaines d'années après les Jeux. Donc, on suit la préparation, les Jeux et l'après. Et en ce moment, on travaille justement, comme disait Marie, à la passation de l'ensemble des programmes d'héritage aux structures qui vont les pérenniser. Alors, ça peut être l'Agence nationale du sport, mais ça peut être les territoires eux-mêmes. Et c'est cet enjeu qu'on a effectivement aujourd'hui. Un des mécanismes qu'on a trouvé, c'est vraiment de travailler à intégrer le sport, comme le disait Shems, dans l'ensemble des politiques publiques. Et pour faire ça, on a accompagné des villes qui avaient utilisé l'élan des Jeux pour apporter plus de sport à leur population et travailler à travers le sport, apporter plus d'inclusion, plus de social. On les a accompagnés pour que justement ces politiques deviennent structurelles. On l'a fait avec l'Andes et on l'a fait aussi avec Deloitte qui est présent ici, notre partenaire. Et Saint-Denis en a bénéficié. C'est-à-dire que maintenant, ces villes, au-delà de l'événement, elles vont utiliser le sport, bien sûr, pour ses bienfaits de santé, mais pour ses bienfaits d'inclusion, pour ses bienfaits d'égalité des genres. Et ça, une fois que c'est passé structurellement dans les politiques publiques, c'est un effet de long terme. D'accord. Donc c'est ça qu'on travaille en ce moment. Donc en Seine-Saint-Denis, l'effet perdure. Et vous avez les moyens d'accueillir les licenciés, par exemple? J'allais vous dire, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que même si on n'a pas les moyens, il faudra qu'on trouve des solutions. Tout le monde connaît le contexte actuel économique. On ne va pas en parler ici. On a eu quelques mauvaises nouvelles, évidemment,
au niveau du ministère des Sports, mais il y a un grand mais. Le grand mais, c'est que, vous savez, c'est comme une boîte à outils. Il y a une époque, on devait construire quelque chose, mais sans outils. Aujourd'hui, on a plein d'outils. On a tellement d'outils qu'en fin de compte, il faut juste maintenant qu'on soit peut-être plus réactif, qu'on soit peut-être plus solidaire dans nos politiques publiques. Et je vais vous donner un exemple marquant. Moi, comme vous l'avez vu, je suis aussi élu au sport de ma ville. Et traditionnellement, dans les villes, pour ceux qui connaissent un peu le fonctionnement, tu as une direction des sports qui s'occupe du sport et qui gère son sport de son côté, avec ses budgets, ses subventions au club, son matériel. Grâce entre autres au travail qu'on a mené avec Deloitte, le CIO et tous les partenaires, et aussi les échanges, et ce qui se passe à l'international. Et puis, on s'est rendu compte qu'en France, on avait ce cloisonnement. C'est-à-dire qu'on est les champions du monde pour se cloisonner chacun son budget. Je te donne pas, tu me donnes pas, chacun de son côté. Nous, on a imaginé les choses autrement, et c'est en train d'infuser un petit peu partout. Nous, la direction des sports de Saint-Denis, on est une ressource pour les autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a réussi en 4 ans, en anticipant un peu ce phénomène de dépréciation, c'est-à-dire qu'on s'est dit, le sport doit être partout. Donc aujourd'hui, j'ai une collègue, par exemple, qui est aux droits des femmes, et dans son projet, il y a quelques jours, on était sur des journées spécifiques, dans son projet, elle a du sport qui est intégré aux politiques sur égalité des genres. C'est intégré. Comme mon collègue qui a l'aménagement, que là, par exemple, hier après-midi, parce que j'ai une bonne mémoire, hier après-midi, il discutait sur un problème d'aménagement, il a décidé de travailler sur du 1% sportif, comme le 1% culturel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on construit quelque chose, qu'il y a un aménageur qui vient, il faut qu'il y ait un espace sportif. J'ai un autre collègue qui est sur totalement autre chose. Il est sur tous les sujets qui sont liés à la voirie. Comment aujourd'hui, on imagine, comme le village olympique, une boucle sportive, quand tu sors de chez toi, dans ton chemin de vie pour aller à l'école ou faire tes courses, tu fais du sport. Donc on a réussi à en mettre un peu partout, ce qui fait qu'on concentre moins tout sur une seule direction et que le sport est infusé, comme l'héritage, 360. Et je pense que c'est l'avenir de nos politiques publiques sportives, c'est qu'on doit être un support pour les autres et le sport doit être partout parce que c'est un outil extraordinaire. Ouais, pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire, je pense que pendant très longtemps, on a minimisé le sport, on a minimisé l'impact que ça pouvait avoir sur les gens, sur leur humeur, sur leur santé, parce qu'il y a aussi le sport santé, ou manger, bouger, toutes ces choses-là. Et on s'est rendu compte avec les jeux que ça permettait aux gens déjà de mieux s'entendre, de se connaître, de ne pas avoir d'a priori. Et puis aussi au niveau du judo, on parlait au niveau sociétal. Je sais qu'en judo, on a aussi ce principe des 1000 dojos, qui n'a pas qu'une perspective de faire du sport, mais c'est aussi un endroit où les gens ils vont pouvoir venir, pouvoir faire leurs devoirs, mais aussi pouvoir faire du sport à titre gratuit. Donc c'est aussi ces choses-là qui vont permettre aux enfants d'avoir une occupation, parce que moi je sais que j'ai eu la chance de pouvoir, à chaque fois que je sortais de l'école, avoir ma mère qui puisse être là pour aller au sport. Et je sais que ce n'est pas toujours le cas de tout le monde, malheureusement. Et ce genre d'endroit et le sport, ça a vraiment un impact. Ça occupe les gens, ça met des objectifs, ça met de la rigueur, par exemple. Quel que soit le sport, on ne s'en rend pas compte, mais on met de la rigueur à l'école, mais au sport aussi, on met de la rigueur. Et donc, je trouve que c'est vraiment... Le sport, on doit plus en prendre conscience. Et quand je vois qu'on enlève 174 millions, j'ai les chiffres aussi en tête, je me dis que c'est quand même un peu problématique. Et nous, sportifs, on se dit de temps en temps, on a fait les jeux, ça s'est bien passé, et au final, on peut plus 30 minutes de sport par jour, c'est pas assez. Donc voilà, c'était important de le dire. Vous avez bien fait. Juste une parenthèse, les 1000 dojos, en fait, ça fait partie du plan de la fédération qui s'intègre dans les équipements et on en voit un peu partout, dans les centres commerciaux, dans les immeubles. Qui ont été financés par le fonds de dotation de Paris 2024 notamment. Voilà, donc ça fait partie du bon programme. Marie, sur ce constat, en fait, qu'est-ce qui reste à l'heure où le budget se resserre un peu ? Alors, c'est vrai que Marie le disait, ça arrive souvent au lendemain des Jeux. Il y a eu beaucoup d'investissements qui sont faits en général par les pays pour les Jeux. Le lendemain, parfois difficile. Ce qui est certain, c'est qu'on a quand même fait la démonstration qu'il y avait des solutions
que ça marchait. On a documenté énormément avec toutes nos études d'impact. Aujourd'hui, on a des élus qui sont convaincus. On a des entreprises qui l'ont été, en tout cas pendant la période des Jeux. Donc maintenant, il y a un essai à vraiment transformer. Ça, c'est une responsabilité collective de l'ensemble des acteurs qui ont travaillé pour les Jeux, de ne pas s'arrêter, de ne pas passer à autre chose, mais de battre le fer tant qu'il est chaud. Donc chacun doit prendre sa part, quel que soit son statut, sa situation, pour justement faire en sorte que le sport reste dans l'agenda de tout le monde, des acteurs publics, mais aussi des acteurs privés. On a un gros enjeu parce qu'on parle de financement, on parle beaucoup de financement public et de réduction du budget public, mais on a aussi à convaincre des entreprises de continuer à investir dans le sport. Et ça, c'est un enjeu énorme et sur lequel il faut vraiment travailler. Je pense que là, c'est une perspective sur laquelle il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'opportunités. Il y a des entreprises qui ont été emballées, convaincues d'être partenaires des Jeux de Paris 2024. Il faut aussi leur proposer un avenir. Quid après les Jeux? On a la chance d'accueillir encore un événement comme les Jeux Olympiques d'hiver en 2030. C'est une perspective incroyable. Il faut qu'on garde le momentum jusque-là. Et on va encore accueillir d'autres événements sportifs. Donc aujourd'hui, on sait qu'un événement sportif, ce n'est plus seulement que du sport. C'est effectivement un impact sociétal beaucoup plus large grâce au sport pour le pays. Donc agissons pour faire en sorte qu'on donne les moyens au sport de continuer à travailler et à produire ces effets positifs. Merci. Rachel, je vais vous proposer de faire un question-réponse effectivement avec la salle. Si quelqu'un, il nous reste une petite dizaine de minutes maintenant pour clore ce sujet et tous ces débats. Oui. Bonjour, je me présente, je m'appelle Gabin, je suis étudiant en STAPS en 3e année et j'avais une petite question pour Marie Sallois concernant l'environnement. Est-ce qu'il existe des projets ou des campagnes spécifiques portées par des athlètes qui ont eu un réel impact environnemental ? Alors, il y a beaucoup d'athlètes et c'est intéressant que vous me posiez cette question parce que dans à peu près une demi-heure, je vais m'adresser à la commission des athlètes du CIO sur ce sujet-là parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir s'investir et qui ils s'investissent au quotidien. Donc il y en a plein qui ont eu des impacts. Mais souvent, c'est soit sur un sport, soit sur un territoire. Et justement, l'enjeu de la discussion de tout à l'heure, c'est comment on peut ensemble être beaucoup plus puissants. On l'avait fait à Glasgow pour la COP à l'époque. Les athlètes après Tokyo, une 50aine d'athlètes de différents pays, de différents sports, étaient venus nous voir en nous disant « Écoutez, on a fait un truc dingue, on a réussi à faire les Jeux, certes un an après, d'accord, mais pendant la pandémie. On ne pensait pas pouvoir le faire, on a relevé le défi, il faut qu'on se mobilise pour l'action climatique. » Ils sont venus nous voir, on a fait une vidéo que vous pouvez voir encore sur Internet, et 50 d'entre eux réclament qu'on travaille sur l'action climatique ensemble. Ça a eu un impact, ça a été vu par des millions de personnes, et c'était un appel en fait, à collaborer justement sur ce sujet. Donc ça a été fait, je pense qu'on peut le faire encore mieux, justement si on travaille sous les anneaux olympiques tous ensemble. Et c'est le but de cette discussion dans une heure. Merci pour cette réponse. Une autre question dans la salle ? Moi j'avais une question, alors je reste avec Marie. L'autre Marie disait le financement privé. Est-ce que dans les contrats des partenaires, on ne pourrait pas dire, bah voilà, dans le deal, il y a le développement de la pratique, l'aide au club. Enfin voilà, est-ce qu'on pourrait mettre une partie développement durable ou développement tout court c'est peut-être déjà le cas dans le deal avec les partenaires? Alors, c'est quelque chose dont on parle avec Marie depuis longtemps, depuis le début du projet de Paris 2024. Effectivement, je pense que c'est quelque chose qui serait bien. Ça permettrait de travailler plus en amont avec les partenaires commerciaux. Et plus on sait, plus on a de temps, plus on peut faire de choses ensemble. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des partenaires mondiaux, d'accord, qui ne sont pas forcément associés à une édition des Jeux, mais à plusieurs, qui viennent vers nous et qui souhaitent le faire. Deloitte l'a fait, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec eux. Il y a une partie du partenariat qui est dédiée à ces questions sociales. C'est un gros pourcentage ou pas, sans nous révéler? C'est relativement significatif. Et on a d'autres partenaires qui maintenant viennent signer des contrats avec nous, justement parce qu'ils souhaitent s'engager sur ces sujets-là. Et sur différentes éditions des Jeux, parce que leur partenariat couvre plusieurs éditions des Jeux. Donc on voit que c'est une tendance, c'est un souhait de notre part, mais c'est aussi une tendance des partenaires commerciaux maintenant, parce qu'ils se rendent bien compte que pour que leur partenariat ait de la valeur, c'est pas seulement s'associer à 2 semaines de compétition, de ce qui sera visible pour le grand public, mais c'est aussi d'avoir un impact réel, de contribuer à cet impact réel sur le territoire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Jeune homme. Bonjour, je me présente, je m'appelle Julien. Moi j'avais une question pour Alpha Diallo. Je me demandais comment tu étais aidé financièrement avant ta carrière professionnelle, parce que je voulais savoir un peu comment tu étais accompagné avant. Et puis aussi sur le plan des entraînements, combien tu en avais par semaine et tout ça. Alors, comment dire, en politiquement correct, on va non, pour être très honnête avec toi, en fait, si tu veux, je pense, à mon humble avis, qu'il faudrait changer le système en France, c'est-à-dire ne pas attendre d'être fort pour pouvoir bien vivre. Contrairement à d'autres pays où on investit en se disant bah, on va mettre l'athlète dans les meilleures conditions pour qu'il performe. Là, on a un peu ce truc inverse de se dire il faut que l'athlète prouve. Mais quand un athlète n'est pas serein dans sa tête, ne sait pas comment il va payer son loyer, comment il va acheter ses équipements, comment il va partir en compétition, ça va être compliqué. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir percer très jeune. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Moi, ça fait depuis que j'ai 15 ans, je suis allé en sport-études. Donc, mes parents ont dû financer par leurs propres moyens. Et par la suite, en fait, j'ai commencé à avoir des aides de ma ville. Ensuite, j'ai intégré un club. Et aujourd'hui, bah voilà, au vu de mon niveau et au vu des résultats que j'ai, bah, je peux vivre convenablement, plus que convenablement. Parce que j'ai pas honte de le dire aussi. Parce que souvent, on dit que c'est pas bien, mais il faut dire aussi quand c'est bien. Et c'est mon cas. Et concernant mes entraînements, en fait, moi, je m'entraîne 2 fois par jour, 2 heures de temps. Je fais des combats le matin ou de la prépa physique l'après-midi. Et entre-temps, j'ai des soins, des kinés, de la balnéo. Et puis après, j'ai aussi ma vie à côté. C'est ce que les gens, des fois, ont tendance à oublier. C'est que voilà, je fais mes papiers, les impôts, enfin, la vie de, entre guillemets, de moldu, voilà, pour ceux qui ont la rêve d'Harry Potter. Mais oui, voilà. Et donc, du coup, bah, ça fait des bonnes semaines. Et puis, mais voilà à peu près comment ça se passe. Mais c'est vrai que c'est pas facile pas que pour le judo, mais pour le sport en général. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont dans la difficulté, même s'il y a plein de programmes, notamment l'ANS, le pacte de performance, qui aident les athlètes à pouvoir être focus uniquement sur le sport. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes, bah, on les voit à l'INSEP par moment, ils s'entraînent, ensuite ils courent pour aller donner des coachings ou pour aller travailler. Et c'est vrai qu'à long terme, j'espère que ça changera. Croire un peu plus en projet des jeunes qui arrivent dans les sports, donc les aider un peu plus financièrement et tout. Pas forcément financièrement. Enfin, je suis pas non plus adepte de dire faut leur donner de l'argent, mais par contre l'aide elle peut venir de plusieurs façons. Ça peut être bah voilà, cet athlète, je sais pas, il fait du 100 mètres, il a besoin d'avoir des séances de kiné. Bah voilà, on peut lui prendre en charge ses kinés. Ouais. Et ça, c'est déjà une charge qu'on va enlever et on va contribuer à sa performance. C'est un exemple parmi tant d'autres. Merci. Pas de souci. Une dernière question, me dit Fabrice, c'est bon ? Conclusion ? Bonjour, je m'appelle Fabrice également. Donc, ah bah ça tombe bien, alors vous allez clôturer la voilà, je travaille à la Fédération française Sport pour tous, donc j'ai travaillé avec notamment Impact depuis 2 ou 3 ans. Voilà, j'ai travaillé sur une opération qui s'appelait Go for 30 pendant les Jeux Olympiques. On a fait énormément de choses aussi. Je me reconnais tout à fait dans les propos de M. El-Khalfaoui, pardon, c'est bien ça, je connais très bien le 93 qu'on y travaille. J'ai appris avec à la fois satisfaction et stupeur que vous affiliez effectivement avec Pierrefitte. Ça m'a surpris, parce que 2 grandes villes comme ça, alors qu'il y a des villages de 300 habitants qui ne veulent pas le faire. C'est bravo à vous. Et l'héritage des Jeux, c'est aussi oui, tout à fait. Donc, voilà. Mais j'ai une question pour peut-être plus monsieur l'adjoint au maire, mais à tout le monde aussi. Effectivement, on le voit. Et malheureusement, ce qui m'inquiète un peu, parce que je travaille avec beaucoup de communes, c'est que les financements, c'est un secret de polichinelle, vont être réduits considérablement pour les communes. Et malheureusement, quand les financements sont baissés, qu'est-ce qui trinque en premier ? C'est comme pendant le Covid, c'est la culture et le sport. Et on sait que les communes sont les premiers financeurs du sport en France. Et voilà, on sait, alors il y a peut-être sûrement aussi le privé, mais le privé, il aime bien quand ça flambe, il aime bien quand on parle d'Mbappé, etc. Mais plus compliqué quand on parle des piscines ou des difficultés à Pierrefitte ou, ou dans d'autres endroits. Voilà, donc c'est une certaine... Alors il faut rester optimiste, mais malheureusement, voilà, et Dieu sait que je suis optimiste, et j'ai été un des premiers à
à dire que les JO allaient très bien se passer, vous êtes tous des Cassandres. Mais là, je suis un peu plus inquiet sur la suite de l'héritage, même s'il y a des choses qui ont été faites, hein, je le reconnais. Mais voilà, on part de très loin, on est un petit peu remonté, et puis là, le col est difficile. Merci. C'est aussi du sport. C'est une compétition, c'est un marathon. Hein. Là, on n'est pas sur du sprint. Déjà, très rapidement, premier point, merci de le souligner, et c'est extrêmement important de le dire. Le modèle français du sport est construit autour des collectivités locales. C'est les villes qui gèrent le sport du quotidien. C'est les villes qui construisent les stades et les gymnases. C'est les villes qui font le sport à l'école. C'est les villes qui donnent les subventions du petit club de quartier au grand club professionnel. C'est les villes qui font tout ça, évidemment. Et aujourd'hui, et vous avez raison de le dire, qu'on est inquiet, parce que les collectivités vont perdre de la dotation. C'est un secret de polichinelle. Hein. Les chiffres sont extrêmement importants sur certains territoires. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est aussi un défi. C'est aussi une autre manière. Vous savez, moi, j'ai toujours eu ce principe-là, c'est de me dire quand il y a un problème, il faut essayer de le contourner en trouvant des innovations. Et aujourd'hui, je pense que vous, votre fédération, que je connais, qui fait des choses extraordinaires, comme d'autres, eh ben, il faut qu'on se rapproche plus. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui cette situation, héritage des Jeux, doit nous obliger, en continuité de ce qu'on essaye de faire, nous, dans l'héritage, que les fédérations qui ont des délégations d'État, les collectivités, les entreprises, on se parle plus. Vous savez, aujourd'hui, ma grande frustration des Jeux, c'est que j'étais l'épicentre des Jeux avec mon collègue Pierre Abadan, c'était Saint-Denis et Paris. Je n'ai pas vu beaucoup de fédérations. Je vous le dis, c'est ma frustration, parce que les fédérations sont occupées, c'était très bien, ils nous ont fait des médailles, et c'était le plus important, et bravo à elles. Maintenant, il faut qu'on se parle, il faut qu'on réfléchisse ensemble comment on trouve des chemins pour continuer cet héritage, pour développer vos fédérations, pour développer le sport, et qu'en fin de compte, on arrive à créer une économie circulaire entre nous pour nos héritiers. Ça va être notre défi dans les années à venir, et j'en suis persuadé. Les discussions ne sont pas finies, alors avec les Je vais vous proposer de conclure. Rachel ? Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci à mes 4 super intervenants. J'étais ravie d'être là. Merci à la salle qui s'est remplie au fur et à mesure. Merci beaucoup. Merci à vous.